18, 19, 20, 21. Patron! Patron! J'ai fait aussi vite que j'ai pu, mais c'est pas tout prêt. Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, c'est une vidéo où je vais répondre un petit peu à une question qui m'est posée assez fréquemment, qui est celle-ci: quels sont les points de vigilance à avoir quand on achète du matériel d'occasion? Alors c'est vrai que avec la raréfaction des modèles intéressants, j'entends par là francophone, cette année, parce que les fabricants n'ont pas... ils nous ont pas gratifié de beaucoup de produits assez affriolants. Bon, il y a bien eu quelques références assez sympas, mais bon, dans l'ensemble, ça a été quand même une année assez pauvre. Et il y a fort à parier que l'année 2024 suive à peu près la même dynamique en termes de nouveautés spécifiques pour le marché français. Donc c'est vrai qu'il y a un marché de l'occasion qui est assez important. Et aussi avec l'inflation qui touche l'ensemble des secteurs de l'économie, et le modélisme ferroviaire, hélas, n'est pas épargné, les gens sont tentés de se tourner vers l'acquisition de matériel d'occasion. Donc du coup, cette question de savoir quels sont les points de vigilance à avoir sont assez intéressants, parce qu'effectivement, quand on achète du matériel d'occasion, de facto, et par définition, on ne peut pas savoir quelle a été sa vie antérieure, si ce n'est croire sur parole le vendeur et la bonne foi du vendeur. Donc, effectivement, quand on achète du matériel d'occasion, il faut avoir quelques points de vigilance. D'une part, et ça, c'est, je pense, une attitude raisonnable, il faut savoir ce qu'on veut acheter, dans le sens où il faut avoir une connaissance du matériel que l'on veut acquérir. Il ne faut pas acheter quelque chose en se disant c'est un wagon, c'est joli, ou c'est une voiture, j'en ai besoin. Non, il faut d'abord faire une enquête préalable, c'est-à-dire connaître parfaitement la nature du produit qu'on va acheter. Donc la référence, l'année de production si on veut aller jusque-là, le type de boîte attendu, le type des pièces détachées qui seraient censées avoir. Bref, avoir un maximum la connaissance du modèle pour pouvoir juger de l'état du modèle qu'on va être amené à examiner bien souvent par photo. Donc du coup, effectivement, il y a toute une série d'indices qui sont à relever. Et si on connaît bien son modèle, et le modèle qu'on veut acquérir, du coup, ces indices vont vous permettre de vous conforter sur, est-ce que le prix est adapté à la cote d'occasion du modèle, et par rapport à son prix de vente officiel d'époque, savoir s'il y a eu une inflation due à la rareté, des choses comme ça. Donc, vraiment, cette première étape d'analyse préliminaire avant de commencer à rechercher si ça existe sur le marché de l'occasion, c'est effectivement d'avoir parfaitement identifié le modèle, les prix de vente de l'époque, son conditionnement, etc. Ensuite, après, une fois qu'on est confronté à une annonce, que ce soit sur des plateformes de vente de particulier à particulier ou des ventes d'enchères historiques, voire même sur les réseaux sociaux, une fois qu'on a bien connu et qu'on connaît bien le modèle et donc sa gamme de prix quand il était vendu neuf, on peut à ce moment-là apprécier beaucoup plus facilement et être beaucoup plus à même de regarder quels sont les éléments et les points de vigilance. Alors, pour les wagons, le premier point de vigilance, c'est effectivement l'état des bogies et l'état des essieux. Si vous avez des essieux qui ont des fortes traces d'usure, ça veut dire que le wagon où la voiture a eu un usage intensif sur le réseau du propriétaire qui cherche à s'en débarrasser,
et à le revendre. Et donc, c'est un point de vigilance. Un matériel qui a roulé beaucoup, s'il n'a pas été entretenu correctement et lubrifié correctement, il peut être endommagé. Ces pointes d'essieu peuvent avoir détruit les coupelles, si ce n'est pas des coupelles en bronze. Donc si c'est des coupelles qui sont intégrées notamment aux bogies en plastique, s'il n'y a jamais eu de lubrification, il peut y avoir eu des traces d'usure, etc. Donc effectivement, ça peut être un motif de négocier le prix à la baisse, parce qu'un matériel qui a énormément roulé, s'il n'a pas été parfaitement entretenu, eh ben, de facto, il y a des risques par rapport à ses qualités de roulement. Ensuite, après, il faut voir si, d'après les photos, alors même si c'est pas particulièrement simple dans tous les cas, il faut voir si le modèle a un aspect conforme à celui qu'on a attendu, qu'il n'y ait pas de traces de colle, qu'il n'y ait pas de main montoir cassée, de choses comme ça. Là, je parle essentiellement en ce qui concerne les wagons et les voitures. Après, pour les locomotives, on va avoir d'autres critères et je vais en parler tout de suite après. Mais pour pouvoir continuer sur les wagons, effectivement, l'aspect général et l'aspect de roulement est très important. Et effectivement, si dans l'annonce, le vendeur ne vous montre pas quels sont l'état des bandes de roulement des essieux, et bien vous êtes en droit de lui demander pour justement pouvoir apprécier effectivement si le modèle a eu un usage intensif ou pas. Pour les locomotives, il y a évidemment deux grandes catégories de locomotives, les diesels et les électriques, qui sont, je dirais, une première catégorie, et ensuite les vapeurs. Alors pourquoi je fais la différenciation entre les deux? Parce que sur les vapeurs, il y a beaucoup plus de pièces, et il y a un élément qui est très important, qui est l'embiellage. Et effectivement, l'état de l'embiellage est très important. Il faut savoir que sur une locomotive à vapeur, l'embiellage représente pratiquement un tiers du prix de vente de la locomotive hors marge. Donc, de toute façon, remplacer un embiellage, c'est quelque chose de très onéreux. Pour vous donner un exemple, remplacer l'embiellage d'une 0,50 BS 505 de chez Rocco, c'est environ 120 €. Donc, si vous achetez une locomotive avec un embiellage défectueux et que vous voulez acquérir les pièces détachées de l'embiellage, quand vous avez la possibilité de pouvoir le faire, ce qui n'est pas toujours le cas, eh ben, c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc, effectivement, le point de vigilance de l'embiellage. Le point de vigilance aussi, bah, du coup, comme avec les wagons, sur l'état des différentes surfaces des essieux. Si c'est très usé, pas très usé, s'il y a de la crasse, voilà. Ensuite, après, il y a l'état général de la locomotive. Si elle a été patinée, malheureusement, le prix est beaucoup moins important que si elle ne l'était pas. Un état patiné fait forcément baisser le prix de votre matériel roulant sur le marché de l'occasion, et c'est normal, puisque vous l'avez dégradé aux yeux de l'état concours, si j'ose dire, c'est-à-dire l'état sortie de boîte. Donc, est-ce que la patine correspond à vos goûts? Est-ce qu'elle est acceptable? Est-ce qu'elle a été correctement faite? Est-ce que le modèle est donc sublimé, mais de toute façon, son tarif sera forcément inférieur à un tarif sorti de boîte? Donc pour les locomotives à vapeur, il y a effectivement la connaissance parfaite de la locomotive, donc en amont, pour pouvoir analyser les photos, et ça c'est très important, ne pas acheter du matériel roulant, par exemple les locomotives à vapeur, s'il n'y a pas un nombre suffisant de photos qui vous permettent de pouvoir regarder quasiment sur tous les angles l'état général de la machine. Ensuite, après, rien ne vous empêche de rentrer en contact avec le vendeur pour lui demander un petit peu quelles sont les raisons pour lesquelles il se sépare de ce matériel. Vous pouvez très bien avoir, par exemple, quelqu'un qui en a ras-le-bol d'une machine qui ne fonctionne pas bien et qui décide de la revendre. Et ça peut être intéressant de commencer à nouer un contact avec le vendeur pour essayer avec un peu de psychologie, de savoir quelles sont l'origine de la vente. Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est une revente parce que la personne veut se faire un peu de maille et qu'elle a un parc très important ou qu'elle a décidé d'arrêter le modélisme ferroviaire? Enfin, toutes ces raisons-là peuvent vous donner des indices par rapport à le fait que vous fassiez une bonne affaire ou que vous vous lanciez dans une entreprise qui peut vous apporter beaucoup de frustration parce que vous allez acquérir
du matériel qui finalement n'est pas dans un état suffisamment correct pour pouvoir ensuite après l'utiliser sur votre propre réseau. Alors, je vous avais parlé donc de la catégorie des locomotives à vapeur, et pour les diesels électriques, et pour les électriques, c'est à peu près la même chose. Les pièces rapportées sur le bogie, l'usure sur le bogie, l'usure des bandages d'adhérence, l'état général de la machine, pourquoi pas, si le vendeur l'accepte, de lever la caisse pour pouvoir voir l'état à l'intérieur de la machine, et poser effectivement quelques questions, savoir est-ce que les entretiens ont été faits, est-ce qu'il y a eu une lubrification, est-ce que la personne a laissé la lubrification d'origine, tout ça, ça va vous donner des informations. Dans tous les cas, vous êtes sûr qu'à partir du moment où vous allez réceptionner votre matériel acheté d'occasion, vous allez devoir faire une GRG, donc une grande révision générale. Vous avez pu le voir sur la chaîne, quand j'ai réceptionné par exemple la 150X5, je vous remets la vidéo de sa GRG, de sa mise en service après son unboxing, et ben il y a eu un démontage quasi intégral de la locomotive, en plus de sa digitalisation, parce qu'elle n'était pas digitalisée, et donc de facto une révision et éventuellement une petite liste de courses pour remplacer des pièces qui étaient défectueuses. Voilà, une trace de colle sur une cabine que je trouvais pas terrible. Bah, j'ai racheté une cabine chez Rocco en pièces détachées pour remettre une cabine neuve, par exemple. Donc toutes ces choses-là sont importantes parce que au plus vous allez effectivement regarder et bien prendre votre temps, au plus vous allez trouver des pépites. J'en ai parlé beaucoup dans des unboxings de matériel roulant, de trouver des matériaux, que ce soit des voitures ou des wagons, qui avaient finalement jamais circulé. Et ça arrive très fréquemment sur le marché de l'occasion. Et des fois, bah, y a des références qui sont introuvables, et tout d'un coup qui le deviennent, et qui peuvent être parfois à des prix en dessous du prix de marché. Et donc, à ce moment-là, ça peut être très intéressant de se ruer dessus très très rapidement et de ne pas passer à côté de cette occasion et de cette offre que vous ne pouvez pas refuser. Mais il faut quand même avoir conscience que parfois, un prix bas peut cacher une méconnaissance de la part du vendeur. Par exemple, une personne qui revend le matériel d'un conjoint ou les petits-enfants, etc., puis qui revendent sur des sites de vente à particuliers et qui n'ont pas la connaissance réelle des tarifs et qui font ça pour se faire un peu de maille et ne pas avoir les références sur les bras. Donc de toute façon, le contexte est aussi quelque chose de très très important quand vous achetez sur le marché d'occasion. Voilà, c'est un petit peu près l'ensemble des critères que je pouvais vous donner et l'ensemble des conseils. Alors vous allez me dire, oui, c'est quand même vachement généraliste. Après, il faut voir au cas par cas. D'abord, la première des choses aussi qui est très importante, c'est aussi votre envie par rapport au matériel. Si c'est un matériel que vous cherchez depuis très très longtemps, il faut aussi que vous puissiez établir votre acceptabilité de quelque chose d'imparfait, d'un produit imparfait. Moi, par exemple, il m'est arrivé d'acheter des CIWL que je voulais absolument, mais qui n'étaient pas parfaites, parce que la boîte était endommagée ou parce qu'il y avait des éléments qui manquaient. Mais il n'empêche que je voulais ce produit, et donc je l'ai acquis, en toute connaissance de cause. Donc on en revient aussi à le dernier point sur lequel, pour moi, c'est très important, n'achetez jamais à des prix qui sont très similaires à des prix de marché au niveau de l'occasion, des références qui n'ont pas de boîte en parfait état. Alors vous allez dire, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà le modèle il va être transporté par la poste, et que le fait de le transporter dans sa boîte d'origine, c'est quand même un peu mieux que de devoir le transporter dans du papier journal, des chiffons ou du papier bulle hors boîte. Par contre, si effectivement le fait qu'il n'ait pas sa boîte d'origine peut être un élément, et un élément de levier très important pour pouvoir négocier un rabais sur le prix. En tout état de cause, moi, quand j'achète sur le marché de l'occasion, je préfère avoir la boîte, parce que la boîte me permet éventuellement de ranger le matériel roulant, parce que tout ne peut pas être sur le réseau, et que les boîtes d'origine, quoi qu'on en dise, même si elles ne sont pas forcément jolies et pas toutes de la même taille, et que c'est une tannée à organiser sur un rayonnage, c'est un gage quand même de sécurité. Et donc, je suis, moi, plus enclin à payer 10 € de plus
pour un modèle vendu d'occasion avec sa boîte qu'avec un modèle identique mais vendu sans sa boîte. Alors après, c'est à l'appréciation de chacun, mais sachez que à la revente, un modèle a plus de valeur, effectivement, quand il est muni de sa boîte d'origine. Dernier point, évidemment, si le modèle a été très fortement modifié, je pense notamment avec la mise en place de lamelles et un éclairage intérieur qui n'était pas d'origine, vérifiez aussi l'état du montage. Est-ce que le montage a été fait dans les règles de l'art, avec du matériel adapté, et pas un bidouillage avec 3 bouts de ficelle enroulés sur un essieu, par exemple. Donc tout ça, ça va permettre de pouvoir déterminer l'ensemble. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est une certitude, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le prix de l'occasion va suivre à peu près la même courbe inflationniste que le prix de vente des modèles neufs. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens, en période d'inflation, s'ils peuvent tirer quelques euros supplémentaires, ils le feront. Donc de toute façon, il y aura une augmentation des prix aussi sur le matériel d'occasion. Et c'est pour ça qu'avoir une très bonne connaissance du prix de vente réel du matériel dans les années antérieures ou même encore actuellement, va vous donner quand même des leviers de négociation. Parce que vous pouvez avoir des gens qui se disent « Bon, maintenant RE ou LSM vendent leur voiture 110 €, et une voiture que j'avais achetée à l'époque 50 €, je vais la vendre 90 €. Non. Il y a un moment donné, la spéculation, il faut être aussi très vigilant, surtout si ce n'est pas du matériel état musée, état concours, c'est-à-dire neuf, sans aucune modification. Du matériel qui a été modifié d'une manière ou d'une autre ne peut pas être vendu au même tarif que du matériel qui est en sortie de boîte impeccable, comme s'il était sorti d'usine. Ça, c'est une certitude. Voilà, en tout cas, je pense que j'ai un petit peu balisé l'ensemble des conseils que je pouvais vous donner sur l'achat d'un matériel d'occasion. Dans tous les cas, la première des choses, c'est de vous faire plaisir. La deuxième des choses, c'est de ne jamais acheter sur un coup de tête sans avoir parfaitement de connaissances sur ce que vous allez acheter. Ça, c'est le premier des choses. Et puis, pour finir, quelques conseils. Préférez les sites qui vendent avec des systèmes de paiement sécurisés, avec des assurances, notamment le cas de PayPal ou de votre carte bleue, mais évitez les échanges qui sont sur des méthodes qui ne vous protègent pas. Je rappelle que les transferts bancaires ne vous protègent pas au regard de la loi, alors que, par exemple, un paiement de carte bancaire, vous avez une assurance sur le paiement de carte bancaire, vous avez une assurance sur le paiement PayPal. Il faut savoir que quand vous utilisez des sites internet qui vendent de particulier à particulier, ils ont leur système assurantiel qui sont inclus dans le prix de vente. Et donc, de toute façon, il n'y a aucun risque de se faire arnaquer, puisque de toute façon, vous avez des outils pour pouvoir notamment contester la légitimité de la vente en cas de problème avec notamment des assistances juridiques. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi, je vais maintenant retourner à travailler sur le projet Nomade et puis sur la vieille ville. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wüstenheim et de son extension. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et faites du train. Ciao!